Bien, comme chacun peut le voir, nous sommes au bistrot, devant l'Assemblée nationale. Dans quelques minutes, nous allons nous rendre dans une salle de l'Assemblée nationale pour être auditionnés en tant qu'organisation, association laïque sur le problème du voile intégral, de la burqa et le cas échéant de la nécessité de légiférer pour interdire ce genre de choses. Nous sommes en forme. Regardez bien, l'Assemblée nationale est comme d'habitude. Il n'y a toujours pas marqué liberté, égalité, fraternité. Je pense qu'il faut qu'on continue de manière déterminée notre travail, sans nous laisser détourner ou perturber par les aléas étatiques ou médiatiques, mais nous voulons vraiment déboucher sur des préconisations qui soient les plus fortes et les plus percutantes possibles. Aujourd'hui, nous organisons une table ronde avec les associations de défense de la laïcité. Au nom de quel principe pourrait-on interdire le port du voile intégral? Ne risque-t-on pas la critique de vouloir imposer un nouvel ordre moral? Marc Blondel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, permettez-moi, compte tenu de la façon dont vous avez présenté les choses, une petite observation. Nous sommes venus pour vous exprimer la pensée de la Fédération nationale de la libre pensée sur la question. Nous ne sommes pas venus participer à une table ronde qui pourrait s'accompagner ensuite d'un échange de vues et le cas échéant contradictoire entre les organisations respectives et les honorables parlementaires. Je dis tout de suite que je ne me prêterai pas à ce petit jeu. Nous venons, nous, amener notre contribution. Le législateur en fera ce qu'il veut, mais je reste dans cette position. Mesdames et messieurs les parlementaires, vous avez donc sollicité l'avis de notre association sur la question du port de la burqa dans la rue. Je dis bien du port de la burqa dans la rue. Indiquons tout d'abord notre étonnement que l'on puisse discuter de ce vêtement sans débattre de tous les autres vêtements prescrits par les autres religions. Nous tenons à préciser que pour les libres penseurs que nous représentons, il est indéniable que le port imposé de la burqa ou du niqab est un symbole de l'oppression, c'est clair. Mais en quoi le port de la soutane pour les prêtres, de la robe de bure pour les moines, de la robe et de la cornette pour les religieuses, du strengmen, du spotnik, voire du caftan pour certains juifs, est-il moins ou plus oppressif que le port de la burqa pour certaines musulmanes? Rappelons que ce sont toujours, et je le regrette, les dictatures qui ont voulu imposer un mode de vie et des modes vestimentaires. Je me permets de rappeler, mais c'est sans limite, en 1872, le tsar Alexandre II a interdit en Pologne, alors sous occupation russe, le port des papillotes et des longs manteaux. C'était le costume traditionnel pour les juifs. Le code civil de Napoléon Ier interdisait le port du pantalon pour les femmes. De 1967 à 1974, à la Grèce des colonels, on a interdit les cheveux longs, voire la mini-jupe. L'histoire regorge de cette tentative que je considère pour ma part comme totalitaire de vouloir régenter la vie des gens. Il nous semble qu'interdire le port de la burqa dans ce que nous considérons comme étant la sphère privée est attentatoire aux libertés individuelles et démocratiques. Il semble aussi que nous soyons désormais dans une logique qui tend à restreindre toujours davantage la liberté de comportement des personnes. La population est toujours davantage surveillée, contrôlée, fichée. L'histoire montre aussi qu'en renforçant sans cesse les pouvoirs de ceux qui détiennent le pouvoir, on diminue toujours les libertés démocratiques des citoyens. Les élus républicains que vous êtes ne peuvent être insensibles à cet environnement. Et maintenant, la puissance publique voudrait décréter comment les gens doivent s'habiller dans la rue. Notre pratique de l'engagement politique et militant nous conduit ensuite à nous interroger. Comment ferez-vous appliquer cette décision en cas de refus des personnes? Une telle décision est à la fois inapplicable et source d'affrontements considérables.
Le rôle du législateur n'est pas d'allumer des brûlots, mais de permettre que chacun puisse vivre en paix selon ses choix et ses éventuelles convictions. Libre penseur, partisan du libre examen, pour nous, le concept ne doit jamais précéder la preuve. Nous récusons les acrobaties juridiques de ceux qui, voulant interdire la burqa, et la seule burqa, je le rappelle, pour les femmes musulmanes, en viennent à inventer des catégories juridiques aussi fumeuses qu'inexistantes. Permettez-moi une petite digression. Ainsi, certains tentent de remplacer la notion de sphère publique et privée par la notion d'espace public et privé. La loi de 1901 a codifié la sphère privée et la loi de 1905 a délimité la sphère publique. Cette tentative de substitution lexicale n'est pas neutre. Le mot sphère, qui, je le rappelle en géométrie, est une figure correspondant à une surface fermée et qui a, au sens figuré, est donc limitée. Une étendue restreinte. Alors que l'espace, qui est philosophiquement, serait un milieu idéal, indéfini. C'est par exemple l'immensité de l'espace céleste ou du champ de l'imagination. L'espace est indéfini par nature. En inventant littéralement la notion d'espace public dans lequel devrait s'appliquer la laïcité, uniquement d'ailleurs pour les musulmans, on élargit tellement le principe de laïcité qu'on le rend inopérant. En étant partout, la laïcité ne serait plus nulle part. La laïcité est une frontière. Avec de telles dispositions, on abolirait cette frontière qui est la garantie de la liberté de conscience pour tous. Ce serait appliquer la définition théologique du Saint-Esprit à la nécessaire séparation des églises et de l'État. La circonférence est nulle part, le noyau partout, et l'esprit souffle où il veut. Je rappelle, si vous me permettez, que la laïcité n'est pas une philosophie, ni un art de vie, sinon elle s'apparenterait à une religion. C'est un mode d'organisation politique des institutions. Elle vise, par la séparation des églises et de l'État, la loi 1905, à distinguer institutionnellement le domaine de l'administration et des services publics du domaine privé et la vie des citoyens. La laïcité, comme principe politique d'organisation, s'applique aux institutions et non aux individus. C'est une claire distinction, mise en œuvre par la loi sur la liberté d'association du 1er juillet 1901 et par la loi du 9 décembre 1905, qui garantit la non-ingérence des conceptions métaphysiques dans le domaine public, pour mieux garantir la liberté d'opinion et de comportement dans le domaine privé. Dans cette acception, il est logique, républicain et laïque, d'interdire tout signe d'appartenance religieux à l'école publique, et pour les agents des services publics. C'est ce qu'ont fait la loi Goblet en 1886, la loi de 1905 et les circulaires de Jean Zay en 1936 et 1937. En revanche, la loi n'a pas à dicter les modes vestimentaires dans le domaine privé ou tout autre comportement, tant que ceci ne menace pas la vie d'autrui. Une précision avant de répondre à vos questions éventuelles. Comme aucun ne l'ignore, nous sommes à la libre pensée intéressés par l'évolution sociale. Et c'est ainsi que nous nous prônons et revendiquons l'égalité des droits, y compris entre sexes. Nous estimons alors qu'il appartient aux femmes seules, de déterminer leur comportement. Pour terminer, avec mes excuses pour cette observation, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur, nous voudrions faire part de notre étonnement quand nous avons appris que la Ligue de l'enseignement et la Ligue des droits de l'homme n'avaient pas été invitées et ne seraient pas invitées pour être auditionnées par notre mission parlementaire. Elles nous ont demandé de vous faire part de leur profonde identité de vue avec notre fédération et elles restent à votre disposition. Voilà, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur, ce que nous eussions aimé préciser au nom de la Fédération nationale de la libre pensée. Je vous remercie de votre attention. Je n'arrive pas bien à comprendre comment on fait coïncider ce qui, en quelque sorte, consiste en une appréciation assez négative
d'une religion, ou on peut dire de mouvement sectaire, puisque certaines personnes nous ont dit que ce n'est pas l'islam, mais que c'est plutôt une dérive de l'islam, et comment on peut finalement, au nom de la laïcité, condamner une idéologie même si on ne la partage pas. Je vais me permettre une petite facilité oratoire. Je suis un militant syndicaliste, tout le monde le sait, pendant quelques années, et je crois savoir comment on mène à bien une volonté de réussir quelque chose. Si j'étais imam, je vous pousserais à prendre une disposition législative. Pour ma part, je considère que c'est déjà politiquement une réussite pour les islamistes fanatiques de pouvoir perturber à ce point l'équilibre des pays démocratiques et des pays dits laïques avec tout simplement en provoquant quelques visions vestimentaires de ce genre. Et en tout cas, si la loi arrivait, je serais le premier à dire « Ah bon, la France, pays des libertés, pays des droits de l'homme, qui nous interdit le port de telle ou telle chose ou telle chose. » Oui, oui, c'est un retournement dialectique, mais c'est la réalité des choses. En tant que militant, je vous dis, voilà comment on vit. Ensuite, pardonnez-moi, monsieur le rapporteur, ce lien entre le voile intégral et le ramadan, vous n'allez pas nous interdire de faire le jeûne, non? Est-ce que vous venez au prochain banquet que nous allons faire, nous les libres penseurs, banquet gras, le jour où on faisait manquer maigre? Est-ce que ça va être une contrainte? On va le décider, la législation va dire on va... Non, enfin... Où allons-nous? Oui, c'est... Je comprends, moi, le problème. Ne croyez surtout pas que je suis pro-islamiste. Hein. Je comprends parfaitement... Je suis trop épicurien pour ça. Je comprends parfaitement le problème. Mais vous n'avez pas conscience que vous avez en main les moyens de faire respecter la liberté ou de la rendre attentatoire. Ça mérite quand même réflexion. Moi, je suis prêt à discuter avec Elisabeth Badinter, que je connais bien. C'est pas aussi simple que ça. La notion d'égalité entre les hommes et les femmes, faut-il aller à la discrimination positive? Non. Avec les conséquences que ça sous-entend. Avec les conséquences que ça sous-entend. Je ne veux pas, moi, sauter sur les questions d'actualité. Je vais vous parler de la retraite des femmes, vous allez voir tout de suite ce que j'en pense. Alors donc, c'est tout à fait clair. Il faut faire attention. L'égalité, pour moi, est une... J'ai eu quelques responsabilités de rapporteur OBIT là-dessus. L'égalité entre les hommes et les femmes, il est utile de vous dire que quand dans le rapport qui fut le mien, j'ai expliqué que les femmes avaient le droit d'avoir de l'argent, d'avoir un compte en banque, etc. Les représentants des Émirats arabes unis n'étaient pas très heureux, et d'une certaine manière, les islamistes en général ne l'étaient pas. Bon, ceci étant, ils ont voté quand même et ils n'appliquent pas, on connaît le truc. Bon, mais néanmoins, moi j'attire votre attention là-dessus. Alors ensuite, quant à la laïcité, je suis navré parce que je suis athée. Et parce que, pour même vous dire, dans le temps, on m'aurait appelé bouffeur de curé. Moi, je suis assez pourfendeur des religions. Je considère que, par définition, les religions sont des soumissions. À partir de ce moment-là, je suis contre. Et que j'essaye, tous les jours, en me comportant comme un libre penseur, de faire des libres penseurs qui remettent en cause, y compris leur héritage. Je ne sais plus, on baptise bien les gens en France quand on est d'origine catholique. Est-ce que c'est pas une prise en main, là, quasiment dès la naissance? Est-ce que ça ne mérite pas réflexion? Est-ce qu'on va faire la vérité? Est-ce qu'on va rendre l'apostasie obligatoire? Bon, il faut quand même qu'on regarde un petit peu les choses. Or, ma laïcité va jusqu'à combattre les églises. Pour autant, je ne demande pas à la République française d'être athée militante. Ou alors, je ne respecte plus l'individu. Et je vous demande d'y réfléchir en deux fois. Vous savez ce que vous allez faire en interdisant le voile? Mais ils vont les enfermer dans la maison. Quoi de plus normal qu'arrêter chez elles? C'est pas un problème, ça. Et oui, elles seront dans la maison, elles seront enfermées. Oui, et vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus, donc vous n'aurez plus peur. Voilà la vérité. Vous ne les verrez plus et vous n'aurez plus peur. La vérité, c'est ça. Mais si, il est là le problème. Il est là le problème. Alors pour ma part, j'insiste, parce que je crois encore à la République et je crois encore aux représentants républicains et aux citoyens qui ont été élus. Je vous demande d'y réfléchir en deux fois,
vous risquez tout simplement de nous conduire vers une forme de communautarisme organisé, parce que vous allez avoir des interlocuteurs islamistes qui vont venir au nom de l'islam discuter avec vous, vous allez être obligés de concilier, et là on sera avancé vers le communautarisme. C'est ça, je suis peut-être beaucoup plus laïque que vous pouvez penser. Christian, donc la libre pensée vient d'être entendue par la commission. Quel bilan tu tires de cette réunion ? Bien, tout d'abord, nous avons été auditionnés et nous avons trouvé ça tout à fait positif, même si la représentation était assez particulière dans cette audition du point de vue des associations laïques, puisque ni la Ligue des droits de l'homme, ni la Ligue de l'enseignement n'étaient invités à cette audition. Et la Ligue des droits de l'homme et la Ligue de l'enseignement nous avaient demandé de faire part de notre étonnement et d'indiquer surtout que sur le fond du problème posé par cette commission parlementaire, nous étions les trois associations entièrement d'accord. Alors nous nous sommes rendus à cette audition sur la base du mandat qui avait été donné à l'unanimité des 200 délégués du Congrès national, c'est-à-dire en fait de refuser toute loi d'exception contre une catégorie de la population qu'il faudrait stigmatiser. Donc nous avons expliqué pour notre part que nous dénions l'idée d'espace public et d'espace privé. Nous connaissons la sphère publique et la sphère privée, et la rue fait partie de la sphère privée. Les gens ont le droit de s'habiller comme ils veulent et où ils veulent et quand ils veulent dans cette affaire-là. Donc nous avons rappelé la position du Congrès national et nous nous sommes prononcés contre toute interdiction, comment dirais-je, de port de vêtements religieux. Nous avons d'ailleurs constaté avec Marc que visiblement nous avons provoqué quelques émois quand nous avons dit que le problème c'était où on interdisait tous les vêtements religieux, ou on n'en interdisait aucun. Et apparemment, dans cette mission parlementaire bon chic, bon genre, on met quand même pas la robe de bure et la calotte et le caftan et le streimel sur le même plan que la burqa. C'est véritablement une certaine catégorie de la population qui est visée par ces mesures, qui sont des mesures totalitaires et liberticides. Donc nous avons rappelé, et vous verrez ça sur le site, que notre position adoptée par notre congrès.